Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue dans l'édition de ce 28 juillet 2023, dont voici le sommaire. L'insécurité et la violation des droits de l'homme parmi les problèmes auxquels font face les réfugiés burundais d'Onduta. Ils ont adressé une correspondance au chef de l'État tanzanien. Les détails à suivre au début du journal. Et le président Ndayishimiye demande à Vladimir Poutine de protéger les institutions burundaises. Le chef de l'État burundais s'est exprimé au cours du sommet Russie-Afrique. À suivre l'extrait de son discours à Saint-Pétersbourg tout à l'heure. Et la production du sucre pourrait être satisfaisante cette saison. Le patron de la Sosumo rassure la population après la montée d'environ 800 francs sur le prix du kilogramme. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Ils ont parlé de problèmes d'insécurité et la dégradation de leurs droits. Dans une correspondance adressée au chef de l'État tanzanien, les réfugiés burundais du camp d'Onduta lui ont demandé d'intervenir afin qu'ils vivent en toute dignité. Le point avec Inès Gakiza. Dans cette correspondance que les réfugiés burundais du camp d'Onduta ont adressée à la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia, ils sont revenus sur la situation difficile dans laquelle ils vivent dans ce pays qui les héberge afin d'intervenir et trouver solution. Ces réfugiés burundais ont soulevé les problèmes sécuritaires qu'ils ont depuis leur arrivée dans ce pays en 2015. Ils donnent des exemples des réfugiés arrêtés puis remis aux autorités burundaises clandestinement. Les autres restent introuvables jusqu'à ce jour. Ces réfugiés ont fait savoir également à la présidente les crimes de viol dont sont souvent victimes les femmes et filles des camps d'Onduta et Nyarugusu lorsqu'elles se rendent en dehors des camps à la recherche du bois de chauffage. Dans la même lettre, les réfugiés n'ont pas manqué à relever des exemples d'intimidation faites par certaines autorités tanzaniennes pour les contraindre à rentrer. L'exemple récent qu'ils ont donné est celui du 17 juillet courant. Le représentant du gouvernement tanzanien au camp de Nyarugusu leur a signifié que la Tanzanie est au bout de la patience et que prochainement elle pourrait passer au rapatriement forcé comme ça a été le cas pour les réfugiés burundais du camp de Mutabira en 2012. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta ont aussi porté à la connaissance de la présidente de la République de la Tanzanie différentes mesures contraignantes prises à leur égard, telles l'interdiction de petites activités génératrices de revenus et des travaux champêtres qui pourraient les aider à survivre, sur ce que l'assistance alimentaire a été sensiblement réduite. Les réfugiés burundais dans cette correspondance ont donc interpellé la présidente pour qu'elle intervienne et que leurs droits soient respectés comme le prévoit la Convention de Genève pour la protection des réfugiés, convention à laquelle la Tanzanie a ratifié. Au cas contraire, ces réfugiés ont demandé délocalisation vers un endroit sans persécution. Les copies de cette correspondance ont été transférées au secrétaire général de l'ONU, au patron du HCR à Genève, au président du département chargé des questions des réfugiés à l'Union africaine, au président de l'Union européenne, au président de la communauté est-africaine et aux associations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International, Human Rights Watch, ACAT Burundi, Force et CBDH Vicar. C'est normal d'évaluer le système des quotas ethniques au Burundi selon Léonce Ngendakumana, mais selon ce politique signataire de l'accord d'Arusha, le Sénat devrait évaluer aussi les objectifs visés lors de la mise en place de ces quotas ethniques. Il n'y a rien d'étonnant qu'on procède à cette évaluation. Ce qui sera important, ça sera la conclusion qui va découler de cette évaluation des débats. Je dois rappeler que lorsque nous avons discuté à Arusha sur la nature du conflit burundais, nous avons constaté que la nature du conflit burundais était fondamentalement politique. Je dis fondamentalement politique et pas ethnique, même si on a ajouté que
que les dimensions ethniques étaient plus importantes. L'aspect de compétitionner pour le pouvoir, pour y rester ou pour y accéder, avait une dimension importante allant jusqu'à 80%. Donc c'est le pouvoir. On a constaté que les difficultés que nous avons eues ont été dues à la mauvaise gouvernance, à la mauvaise gestion des affaires de l'État. Le débat a conclu qu'il fallait instaurer des quotas, 60%, 40% au niveau du gouvernement et de l'Assemblée nationale, 50% au niveau du Sénat et des corps de défense et de sécurité, 67% au niveau de l'administration territoriale, soi-disant pour rassurer les deux ethnies, les Hutus et les Tutsis. C'est plus tard qu'on y a ajouté l'ethnie Twa, mais en réalité, on voulait rassurer les Hutus et les Tutsis par leur présence dans les institutions. Il n'y a alors rien d'étonnant qu'aujourd'hui, après 23 ans, on procède à l'évaluation pour voir si, effectivement, ces quotas ethniques ont servi à la résolution des principaux problèmes, des différentes questions fondamentales du pays, notamment la commission Vérité et Réconciliation, qui visait le plus jamais ça, notamment le fait que la démocratie et la bonne gouvernance devaient être les fondements de chaque gouvernement du Burundi, le fait que l'armée, la police, les services nationaux de renseignement ne devaient plus être au service d'une ethnie, au service d'un parti politique, dans le temps d'une région même. Le fait que le pays devait être reconstruit et développé pour que tous les sinistrés, toutes les victimes des différentes tragédies que le Burundi a connues soient réhabilités dans leurs droits. Léonce Ngendakumana estime aussi que ces quotas n'ont pas permis de résoudre les problèmes qui hantent les Burundais. Est-ce que ces quotas ont servi dans la résolution de ces principales questions qui engagent le Burundi et les Burundais? Je dis tout de suite non. Pourtant, les quotas étaient là. Alors aujourd'hui, si on procède à l'évaluation et qu'on trouve qu'il y a encore des individus, je ne crois pas qu'il y a des ethnies qui pensent comme ça, mais ce sont des groupes d'individus ou des individus qui en profitent. Si on trouve que la préoccupation reste fondée, ça veut dire que la conclusion sera de les maintenir et les prolonger. Mais si on trouve que ces quotas n'ont pas servi réellement, il faudra alors penser à amender la Constitution, penser à instaurer un autre système, mais qui assure toutes les composantes de ce pays, comme je le disais, qui assure les Hutus, qui assure les Tutsis, les Twa et les femmes. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y a même des Baganois qui veulent être intégrés dans les institutions, mais pour aller y faire quoi? Y aller pour faire quoi? Je ne sais pas. Mais s'il y a des gens qui pensent que cela peut leur rassurer, il faudra penser effectivement à garder ces quotas parce que si ça peut amener la stabilité dans ce pays, dans la cohabitation pacifique, pourquoi ne pas les garder? Tout cela dépendra du comportement du gouvernement par rapport à cette question. Et le Parlement aussi, qui est censé représenter, défendre et protéger les intérêts des citoyens, mais aussi l'appareil judiciaire aussi, il faudra que ces institutions tiennent compte de ces préoccupations des concernés pour finalement continuer la voie pour la réconciliation de tous les Burundais, la voie de la cohabitation pacifique, la voie de l'instauration d'un état de droit, d'un état démocratique dans ce pays, d'une société juste, afin que la nation burundaise soit une nation digne, une nation unie, une nation réconciliée, une nation prospère. Il faut rappeler que le Sénat envisage de lancer officiellement l'évaluation du système des quotas ethniques au niveau du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire le lundi prochain. Et le président de la République, je vous le disais en titre, sollicite l'appui de la Russie pour la protection des institutions au Burundi. Évariste Ndayishimiye a émis cette demande dans son discours lors du sommet Russie-Afrique démarré ce jeudi à Saint-Pétersbourg en Russie. Évariste Ndayishimiye a remercié la Russie parce que selon lui, elle donne ses aides sans exiger en échange des lignes à suivre, surtout en ce qui concerne la politique et les droits de l'homme. Nous condamnons également l'usage quelquefois abusif des droits de l'homme par certains acteurs qui le font pour influencer les politiques intérieures d'autres États, pour réguler la géopolitique mondiale, les tensions entre les grandes puissances, que ce soit
les tensions militaro-géostratégiques ou les guerres commerciales. En matière de coopération économique, le Burundi estime que dans un monde dynamique en perpétuelle métamorphose, on devrait laisser le libre choix aux pays souverains de choisir leurs partenaires selon la volonté et le désir de leur peuple. Il en est de même pour le choix de la gouvernance politique, économique, administrative et culturelle qui doit être adaptée à chaque situation et contexte. À ce propos, il importe de signaler également que nous sommes très préoccupés par les sanctions que certaines puissances sont capables d'infliger à un pays qui ne suit pas l'ordre qu'ils ont créé. Par ailleurs, le Burundi, qui est désormais sorti des décennies de violence et de guerre civile exacerbées par les ingérences occidentales et les sanctions injustes prises unilatéralement contre lui, veut désormais renforcer ses capacités militaires pour préserver son intégrité territoriale et la sécurité de ses citoyens. Dans ce domaine également, la Fédération de Russie a souvent appuyé le Burundi dans les instances onusiennes et nous réitérons nos remerciements en appelant de notre vœu le renforcement de la diversification de la coopération militaire russo-burundaise. À cet effet, je sollicite, Excellence Monsieur le Président, pour votre bienveillance, d'appuyer le Burundi dans le cadre de la sécurité des institutions par des moyens logistique et la sécurité de communication. Je saisis également cette occasion pour exprimer nos profonds remerciements à la Fédération de Russie pour l'appui inestimable, multiforme et multidimensionnel accordé au Burundi durant toute la période pendant laquelle mon pays était injustement placé sur l'agenda politique du Conseil de sécurité et sous agression politico-diplomatique de certains pays. Ce geste de solidarité hautement apprécié ne sera jamais oublié au Burundi. En guise de remerciement pour ses aides et soutiens sans condition, Évariste Ndayishimiye s'engage en retour à soutenir la Russie chaque fois qu'elle sera en train de défendre ses intérêts. Encore une fois, Évariste Ndayishimiye, c'est le président de la République du Burundi. Le Burundi et la Russie jouissent d'un soutien mutuel dans les instances et les forums internationaux, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies et au Conseil des droits de l'homme. Nous partageons également la vision sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour notamment corriger l'injustice historique à l'égard de l'Afrique. Le peuple burundais demeure hautement reconnaissant pour la solidarité russe et salue les valeurs du gouvernement russe respectueux du principe de non-ingérence, lesquels se sont manifestés à travers le soutien de la Russie pour la sauvegarde de la souveraineté nationale durant l'agression diplomatico-politique de certains pays contre le Burundi en 2015. Je tiens en outre à saluer les communications et les échanges de visites de haut niveau effectués de part et d'autre qui permettent encore aujourd'hui d'harmoniser les points de vue sur les défis mondiaux. À cet effet, je voudrais réaffirmer que le Burundi est et sera toujours un allié sur lequel la Russie pourra toujours compter quand il s'agira de défendre ses intérêts vitaux nationaux. Dans un instant, nous parlons société. RPI. Il y a des grognes chez les conducteurs de mototaxis en province Kirundo qui accusent la police de les arrêter sur les barrières érigées à l'intérieur des communes alors que le président de la République les a interdits. La police de Kirundo est également accusée de mettre sur les quittances des contraventions inventées. Le point avec Danny Claire et la trouve. Ça fait déjà 2 semaines depuis la réapparition et multiplication des barrières policières à travers les communes et dans toutes les communes de la province de Kirundo. Les motards disent que la mise en place de ces points de contrôle aurait été autorisée par le gouverneur de province. Ces points viseraient les motards
Parmi ces motards, affirme que lorsqu'ils sont arrêtés, des policiers leur taxent des lourdes amendes pour donner des quittances antidatées. Les points de contrôle de la police sont partout, dans toutes les communes. Si on t'arrête et que par malchance tu es un motard non instruit, on te donne une quittance que tu as été arrêté sur la RN14 alors que tu étais en fraude d'une commune quelconque. On te taxe une amende fantaisiste si on trouve que tu manques un document. C'est entre 10 000 francs burundais et 20 000 francs. Le ministère de l'Intérieur, à travers l'inspection générale de la police nationale du Burundi, a instruit les commissaires régionaux à réduire les points de contrôle superposés les uns aux autres et quasi stériles au point de vue des rentrées en termes d'amendes transactionnelles, avait écrit Frédéric Boudomo, inspecteur général de la police, dans sa lettre du 4 janvier cette année. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre le gouverneur de la province Kirundo qui a été cité, de même que le commissaire provincial de la police. Quittons Kirundo pour nous rendre à Cibitoke où se signalent également des grognes au sein de la population. À l'origine, un officier de la police judiciaire qui leur ferait payer des amendes non justifiées. Cet habitant de la province Cibitoke qui s'est entretenu avec la RPA indique que cet OPJ serait de mèche avec le procureur de la République et le gouverneur de cette province. Cet OPJ du nom d'office est un vrai corrompu, car on l'a muté vers le chef-lieu de la province Cibitoke, en province de Rugombo. Les habitants de Cibitoke croyaient que la situation allait changer. Cet OPJ maltraite la population. Il demande des points de vue excessifs, de telle façon que les gens vendent les leviers. Si jamais il te met au cachot, il te demande entre 200 et 500 000 francs pour te libérer. Une personne doit vendre sa propriété. Il y a une chose qui nous échappe, nous la population lambda. Comment est-ce possible qu'un dossier qui est arrivé dans le bureau du procureur ou du gouverneur se trouve chez cet officier nommé Fils? Fils serait un supérieur direct du gouverneur ou du procureur. C'est juste parce que Fils connaît des gens qui ont de l'argent. On l'envoie pour obliger ces personnes visées des amendes exorbitantes. Comme ça, le gouverneur et le procureur ne sont pas liés directement à ces actes de corruption. Fils décide du sort des personnes détenues car il décide qui sort ou qui vend dans la prison. Nous demandons au président et au ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique de toucher un mot à cet OPJ afin qu'il s'exprime sur son comportement envers les habitants de la province de Cibitoke. Je vous le disais en titre, la Sosumo tranquillise la population burundaise qu'avec les nouvelles structures des prix de sucre et soda pourra être disponible en abondance. Dans un point de presse animé ce jeudi, Aloïse Ndaïkengroukié, administrateur directeur général de la société sucrière du Mosso, a indiqué que la production de sucre pourrait être satisfaisante s'il ne rencontrait pas de problèmes techniques. Il trouve également que la revue à la hausse des prix du sucre pourrait inciter les commerçants à importer le sucre de l'étranger. Je vous propose de suivre Aloïse Ndaïkengroukié, ADG de la Sosumo. À partir de ce moment, nous pensons et nous tranquillisons la population que le sucre sera disponible d'ici peu. En tout cas, dans la première quinzaine du mois d'août, le sucre sera disponible. Cela est dicté par trois raisons majeures. La première raison est que, comme vous le savez, la Sosumo a déjà démarré la campagne de récolte et d'usinage du sucre à partir du 17 juillet. Donc aujourd'hui, c'est le 10e jour que nous sommes en train de produire. Et nous espérons que d'ici peu, le rythme sera bon et que le sucre sera disponible, en tout cas au niveau de la population. La deuxième raison est que l'État avait autorisé tout Burundais qui le désire, qui le peut, d'importer le sucre. Mais beaucoup de commerçants hésitaient parce que le prix d'achat ou le coût d'acquisition de ce sucre importé
était de loin supérieur par rapport au prix de vente. Donc beaucoup de commerçants hésitaient à importer le sucre. Nous pensons qu'à partir de ce moment où le prix a été revu à la hausse, le prix de vente, que certains commerçants, beaucoup même, vont se lancer dans l'importation de sucre. La troisième raison est que côté Sosumo, nous allons encore une fois contacter notre fournisseur pour qu'il livre rapidement donc, le sucre, donc la partie qu'on importe dans les meilleurs délais, afin que, comme je le disais, le sucre soit disponible d'ici la première quinzaine de ce mois d'août. Pour rappel, depuis hier, le prix du sucre est passé de 2500 à 3300 francs burundais le kilogramme, soit une augmentation de 800 francs sur le kilogramme. Puisque nous parlons de la Sosumo, l'absence de correction des erreurs commises dans les entreprises publiques ainsi que l'impunité des auteurs de ces fautes qui font basculer ces entreprises sont des facteurs qui freinent le développement de ces entreprises. Analyse du président de la PARSEM suite aux pertes énormes qu'enregistre actuellement la société sucrière du Mosso à cause de certains responsables qui ont commandé de l'huile non appropriée qui a endommagé certaines machines. Faustin Ndikoumana interpelle les autorités du pays à se ressaisir afin de changer de comportement en ce qui concerne la bonne gouvernance dans ces entreprises publiques. Si on analyse cette situation à la Sosumo, et peut-être il y aurait eu certains cadres, nouveaux cadres, qui auraient voulu percevoir des commissions à travers cette commande, s'il advenait qu'ils ont ignoré les conseils des experts de l'entreprise en matière de commandes de cette huile de lubrifiant, on comprend quelque part qu'il y aurait certains cadres qui auraient voulu, peut-être nouveaux, qui auraient voulu percevoir des commissions pour leur propre intérêt. Mais ce qui se surprendrait, ce serait si ce cas restait impuni, alors qu'il vient de causer un tort énorme, un tort sans appel au niveau de l'entreprise. Dans un contexte même de rareté de sucre, dans un contexte de faible production du sucre. C'est vraiment inimaginable si de tels cas restaient impunis. Cette impunité va nous coûter cher dans ce pays. Donc le contexte ne justifie pas un tel comportement. On comprend vraiment pourquoi les entreprises publiques piétinent au niveau de leur croissance. C'est cette mauvaise gestion qui les caractérise. Sinon, on peut même se poser une question. Est-ce qu'au Burundi, nous voulons développer notre pays pour l'intérêt de 12 millions d'habitants ou bien nous voulons intéresser certaines catégories de gens, les nommer dans des postes pour assouvir les ambitions personnelles? On dirait que c'est ça l'objectif. Alors que l'objectif est de développer le pays pour sauver les 12 millions d'habitants. L'intérêt supérieur de la nation, on continue à reléguer au second, ce qui va nous coûter extrêmement cher. C'est-à-dire que ce pays a besoin d'un nouvel ordre de gouvernance. Si vraiment la conscience ne travaille pas, si nous ne faisons pas notre introspection sur ces cas, le pays va aller tout bonnement dans l'abîme. Il faut inverser la tendance. Il faut rectifier le tir par rapport à cette situation. Il faut un nouvel ordre de gouvernance. Sinon, mauvaise gestion, mauvais comportement, dans l'impunité, alors que ça coûte cher au pays, c'est inimaginable. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Sinon, cette dynamique de vision 2040-2060 va se transformer en rêve tout seul. Ça sera toujours reporté au 40 degrés au niveau de la mise en application. L'économiste Faustin Ndikoumana s'est également exprimé sur le fonctionnement des maisons d'assurance. Selon lui, la plupart de ces maisons travaillent pour leurs intérêts propres et au détriment des intérêts de leurs clients. Faustin Ndikoumana trouve que la population burundaise ne fait pas confiance à ces maisons d'assurance qui n'aident en rien leurs clients en cas d'accident quelconque. Vu l'importance de telles maisons au Burundi, Faustin Ndikoumana propose l'implication du gouvernement dans la réglementation du fonctionnement de ces maisons d'assurance. Il s'est exprimé après une semaine de séminaire en rapport avec les maisons d'assurance au Burundi. On constate que ce secteur a beaucoup de défis au Burundi. D'abord, au niveau de l'image de ces maisons par rapport à leurs activités.
beaucoup d'eau et une grande part de la population considère les maisons d'assurance comme des maisons d'escroquerie et une fois il y a ensuite qui apparaît catastrophe naturelle ou des accidents que les maisons d'assurance s'arrangent pour faire des subtilités juridiques pour éviter de réparer au sinistre. Donc ça c'est une mauvaise image provoquée par ces actions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement devait participer à la sensibilisation de la population sur l'importance des maisons d'assurance, sur l'importance de faire assurer les activités économiques et les investissements, ou la vie humaine, l'assurance maladie. Il faut rendre obligatoire certains types d'assurance comme c'est fait pour l'assurance véhicule. Il faut rendre obligatoire l'assurance incendie. Il faut sécuriser les investissements, les constructions, les bâtiments, etc. Et j'imagine aussi que le gouvernement devrait donner l'exemple pour faire assurer ces investissements. C'est impensable que des bâtiments publics, quand ils brillent par exemple, on voit qu'ils n'ont pas d'assurance, qu'ils ne sont pas assurés. J'imagine que cette situation doit changer. Aussi, il faut que l'ARCA, qui est la maison de régulation du secteur de l'assurance, ait vraiment une capacité au niveau juridique pour régler ce secteur. Il faut qu'il y ait des rations, des normes prudentielles qui doivent être respectées par ces maisons d'assurance. Au niveau de la gestion, par exemple, c'est impensable qu'une maison d'assurance peut arriver jusqu'à plus de 60% des charges de fonctionnement. Ça veut dire qu'il perçoit les cotisations des membres pour gonfler les charges, les salaires, style de vie. Donc cette situation devient de plus en plus inquiétante. Voilà, c'est Faustin Ndikoumana, président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM en sigle. Pour clore cette édition, parlons de cette clôture de l'école fondamentale Stella Matutina, située en zone Rohero de la commune Mukaza. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura qui se transforme de plus en plus en dépotoir. Les gens qui exercent des activités commerciales dans les environs de cet établissement scolaire, mais également les passants, y déposent des ordures de tout genre. La collecte de ces détritus ne semble être pourtant pas la préoccupation de qui que ce soit. Eric Nyonzima nous en dit plus. Au nord de l'école fondamentale Stella Matutina, la clôture a été transformée en dépotoir. L'on trouve 4 tas de déchets de toutes sortes. Le long de cette clôture à partir de la jonction de la route menant vers la cathédrale Regina Mundi et celle menant vers l'hôpital clinique Prince Louis Rwagasore à l'entrée nord de l'école. Cette partie de l'école Stella Matutina n'a pas de poubelle publique. Les vendeuses ambulantes qui des fois font sourire en point de vente y jettent des débris de leurs marchandises, des écorces de maïs, des maniocs, des avocats et toutes sortes de fruits consommés sur place pourrissent à cet endroit. Des cartons, des sachets et d'autres débris provenant des magasins qui se trouvent au nord de l'école, le long de la route menant vers l'hôpital clinique Prince Louis Rwagasore sont également entassés. À cet endroit se trouvent aussi entassées des bouteilles en plastique collectées ici et là ou jetées par des passants. Du côté de la route menant vers la cathédrale Regina Mundi, il y a une poubelle publique installée contre le mur du côté ouest de l'école Stella Matutina. Cette poubelle est débordée et les ordures entassées tout autour sur les 4 côtés de cette poubelle. De part et d'autre, ces ordures viennent du passé visiblement de jour sans être dégagées. Ces déchets pourrissent et dégagent une odeur non moins désagréable. Du côté nord de cette école, la situation est pire. Déjà, on transformé le mur en mur noir. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 28 juillet 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Emile Nwasumba. Au revoir.